Géraldine, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis une artiste, danseuse, comédienne, metteur en scène et chorégraphe. Voilà. J'aime énormément le monde des contes et la poésie, bien sûr le théâtre. Géraldine, puisque Oui. tu es dans les contes, Oui. pourrais-tu nous expliquer, nous signifier ce qu'est les mots pour toi? Alors les mots pour moi, j'ai eu la chance d'avoir un maître dans mon cours de théâtre qui m'a... Les mots pour moi en fait se résument en une phrase et le verbe se fait chair. En fait les mots pour moi sont magiques, ils sont évocateurs et ils sont créateurs. Par exemple quand juste un extrait comme ça de Rimbaud, sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys. Donc voilà, je sais pas, mais on imagine. C'est très poétique. Voilà, c'est très poétique, c'est Rimbaud, hein, c'est pas moi. Hein. En fait, l'artiste, il est un transmetteur de ces choses, de ces sensations. Ces mots essayent de transcrire des émotions, des états d'âme, des moments, du vivant en fait. Voilà ce que ça m'évoque, enfin ce que les mots évoquent, ce qu'ils peuvent évoquer pour moi. Est-ce que tu définirais ces termes comme ce qui correspond à une conteuse? Comment tu définirais une conteuse sinon? Une conteuse, c'est une magicienne qui vous emmène dans un voyage, dans un univers, dans un monde. Le conte, c'est souvent aussi quelque chose qui amène une sagesse. On se mettait au coin du feu, on écoutait l'ancien, et l'ancien avait des choses à nous transmettre. Soit il y a des contes truculents, des contes beaucoup plus profonds, il y a des contes de la mort, il y a des contes de certains pays, de certaines régions, et il y a toujours une petite morale derrière, quelque chose de la sagesse. Je pense que le conte, ça va encore plus loin. C'est très profond le conte, hein. C'est ancestral, c'est dès l'Antiquité. Donc le conte, je pense que ça soulève des choses très profondes, mais par des petites histoires simples. D'accord, donc c'est dans la profondeur, quand tu dis ça va encore plus loin, ce serait dans la profondeur. Oui, dans la profondeur, il y a un sens. Et souvent, on comprend les contes longtemps après. On saisit le sens des contes quand on a grandi. Et ce qui est dommage, c'est que dans nos sociétés, on manque de ce temps, parce qu'il faut du temps. Et souvent, les enfants aiment bien réentendre. On voit, ils aiment bien revoir le moment de la sorcière dans Blanche-Neige qui est effrayante, parce qu'il y a un sens derrière. C'est profond, c'est beaucoup plus profond qu'on ne croit. Et je pense que le message du conte, il parle de choses très profondes de la vie. Alors, si l'on parle du thème de la danse, quel est l'élément qui t'a emmené à embrasser la danse? Alors, l'élément qui m'a amené à embrasser la danse, c'est un grand mystère. J'ai l'impression que ça fait partie de moi. C'est comme si tu me disais, pourquoi tu as un bras? Est-ce que tu crois que tu as 5 doigts? C'est quelque chose qui est en moi. J'entends de la musique, j'ai envie de danser. Mais n'importe quoi. Hein. C'est vraiment... c'est très étrange. C'est quelque chose qui est plus fort que nous, qui tout d'un coup nous saisit. Et on a besoin d'exprimer cette musique, un sentiment, même dans le silence. Parfois, c'est vraiment quelque chose une impulsion, quelque chose qui nous saisit. C'est vraiment du domaine de l'instinct. Donc voilà. Donc l'élément, ce serait ton corps? L'élément, ce serait quelque chose de supérieur qui nous saisit, une émotion. L'émotion provoquée par une musique, l'émotion provoquée par quelque chose qui nous touche. Des fois, juste le vent dans des branches. C'est joli. Merci. Pour toi, Géraldine, y a-t-il un lien entre la littérature et la danse? Alors, pour moi, il y a un lien. Parce qu'en fait, la littérature, c'est une manière d'exprimer l'insaisissable. Par la littérature, on essaye d'exprimer la mort, la vie, le pourquoi, la souffrance, la joie, toutes ces choses qui est finalement très philosophiques. Hein. Toutes ces choses les émotions, toutes ces choses, la colère, le dégoût, la rancœur, l'amour, évidemment l'amour.
Enfin, c'est ça. Alors là, c'est dans toutes les œuvres littéraires, dans tous les opéras, dans tous les romans, dans toutes les poésies, enfin, et même dans les dernières séries. Non mais voilà. Ouais. Et la danse, c'est pareil. En fait, c'est une manière d'exprimer quelque chose qui est inexprimable, qui nous dépasse, voilà. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et tu pourrais, quand tu dis c'est inexprimable, ça veut dire que si par exemple tu penses littérature, les mots en même temps, ça serait, voilà, ce serait quelque chose qui pourrait s'écrire mais qui ne serait pas pouvoir dire. Oui, ouais, c'est ça. Parce que les mots sont parfois très limités. On a l'impression que on ne trouve pas le bon mot, les bons mots pour ces choses immenses comme l'amour ou comme la mort ou le désespoir. Enfin, on peut trouver tous les mots du monde. Alors évidemment, par des formes poétiques, par un roman, mais c'est des choses finalement. Le mot, une fois qu'il est dit, bon, il évoque toutes ces choses justement insaisissables, mais il fige un peu quelque part. C'est presque une manière de cristalliser quelque chose, alors qu'on a l'impression qu'il en faudrait 10 000 autres pour exprimer cette chose-là, cette joie intense ou ce bonheur. C'est là que tu veux dire inexprimable en fait. Inexprimable, voilà. Et puis parce que c'est quand même des choses très profondes. D'accord. Il y a quelque chose dans la vie qui nous dépasse. La vie n'est que question. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens. Il y a plein de choses dont on n'a pas la réponse. Oui, effectivement, oui, bien sûr. Et je pense que l'artiste, justement, c'est comme s'il se place face à ces questions qui sont insondables, dont on n'a toujours pas la réponse. C'est une manière aussi peut-être de canaliser peut-être pas une peur, mais aussi, ça peut, et aussi une manière d'apprivoiser des choses qui vraiment sont immenses, qui peuvent être effrayantes. Oui. Ouais, peut-être. Oui. Assez rapidement, dans ton parcours, tu rentres dans le monde du théâtre. Oui. Peux-tu nous expliquer pourquoi ? Alors, c'est très bizarre. J'étais au conservatoire de danse, chez Claire Sombert, et j'étais prise pour un spectacle, donc j'étais heureuse. Et on me donne un texte. Elle me dit, tiens, tu vas danser, je devais danser un extrait de la Sylphide. Et elle me donne un texte de Musset. Et elle me dit, après ta danse, tu vas dire ce texte. Et moi, j'étais furieuse. Pour moi, c'était pas possible. Je veux être danseuse. Si on me donne un texte et je suis pas capable de faire la choré, ça veut dire qu'il va falloir pallier au manque de mon niveau. Je sais, mais c'est débile, hein, parce que c'était vraiment une volonté de faire un spectacle entre littérature et danse, justement. Et j'étais furieuse. Je me mets à lire ce texte. Et j'adorais déjà la littérature. Hein. Bon, très beau. C'était les Nuits d'automne de Musset. D'accord. Je crois que c'est Nuits d'automne. Hein. Et c'est magnifique. C'est le poète et sa muse. Le texte est sublime. Et je lis ce texte. Donc voilà, le jour arrive, je l'interprète et j'y prends un goût, mais... Incroyable. Ouais. Et là, je me suis dit, mince, je suis coincée. Je sais pas si je veux être que danseuse maintenant. Ah. Voilà, ça a commencé comme ça. Mais j'aimais énormément la littérature. Hein. Donc, mais je voulais pas être comédienne, je voulais être danseuse. Oui, au début, c'était ça. Voilà, au début. Danseuse. Voilà. Et comme quoi. Hein. Et puis finalement, le théâtre. Un autre appel. Et voilà, un autre appel. Et qui est pas loin, c'est très proche. C'est très loin et très proche en même temps. Ouais. Alors justement, puisque c'est très proche, Géraldine, en quoi le théâtre rejoint tes autres disciplines ? Le théâtre, c'est exprimer les sentiments, c'est rentrer dans un personnage, c'est à travers un personnage justement exprimer des peurs, des craintes, l'amour, la joie, des choses immenses, un questionnement aussi. Donc pour moi, ça découle de source, c'est lié. Enfin, il n'y a pas de cloison. C'est un autre moyen d'exprimer par le verbe, par les mots, et par des situations, et on raconte une histoire. C'est comme le conte, on raconte une histoire finalement. Quand on joue, je sais pas moi, à Ruy Blas, c'est des histoires, c'est des confrontations, c'est des personnages confrontés à un drame, à une tragédie, enfin, même dans Molière, c'est tragique ce qu'ils vivent les personnages. Orgon qui veut marier sa fille qui veut pas être mariée de force, c'est horrible en fait, c'est le mariage forcé. Bon, à la Molière,
Mais quand même, et pour être drôle, nous, on doit être dans le drame. Nous, c'est pas drôle du tout. Enfin, on est dans la tragédie, quoi. Mais il y a la langue, après, il y a le style. Après, c'est autre chose. On rentre dans un style, et c'est génial. On rentre dans Victor Hugo, Balzac, Molière, il y a quoi, Ionesco. Enfin, c'est génial, c'est des univers. Donc c'est génial, le théâtre. On peut tout jouer. On a l'impression qu'être pluridisciplinaire est pour toi une vraie force, un vrai moteur. Est-ce que tu peux nous en parler dans cet univers très large? Oui, alors c'est une force et en même temps c'est très contraignant parce que quand on est comédien, on doit s'entraîner, travailler sa voix. Mais quand on est danseur, c'est pas parce qu'on joue sur une pièce de Molière ou de Musset ou de Marivaux qu'on doit économiser. Enfin, on peut pas ne pas danser pendant un mois. Donc c'est une force, mais aussi c'est très contraignant. Et c'est une force, je pense que c'est une force parce que, dans mes spectacles, parce que j'écris des spectacles, je ne conçois pas ne pas justement fusionner ces arts. Pour moi, un comédien, il doit être déjà corporellement, quand on le voit arriver sur scène, déjà on pressent la posture, sa manière de respirer, sa manière de marcher, sa manière d'être, d'état, soit il est languissant, soit il est... Enfin, tout est là, c'est une vraie chorégraphie finalement. Même si c'est pas écrit autant qu'une choré de Marius Petipa ou Nureyev, ça se rejoint. Donc oui, c'est une force. Parce que quand on est danseur, pour jouer un personnage, si on doit jouer une personne âgée ou si on doit jouer quelqu'un de très vif, très joyeux, très jeune, la danse aide énormément. Donc oui, il y a un côté, c'est très contraignant, mais c'est vrai que c'est une vraie force. Et c'est moteur, à quel moment en fait ça devient moteur quand tu penses justement que tu es dans cette force, à quel moment ça devient vraiment un moteur pour toi? À plusieurs étapes. Parce que par exemple, quand on doit aborder un rôle, quand on joue dans Port-Royal de Monterland, pour rentrer dans la folie de cette sœur qui va abandonner, parce qu'en fait c'est une histoire d'un schisme, cette sœur qui doit abandonner ses protégés parce que son autorité a décidé qu'elle n'était plus dans l'église, c'est un drame, elle en meurt, hein, dans l'histoire vraie elle en meurt. Quand vous êtes comédienne et que vous devez jouer ça, je peux vous dire que pendant 1 heure, vous faites de la danse comme une dingue pour vous épuiser. Et vous êtes beaucoup plus vite dans le rôle que s'il fallait faire un travail intellectuel qu'il faut faire aussi. On ne fait pas l'économie de ça, de nourrir, de rentrer dans déjà de rentrer, de devenir une bonne sœur. Enfin, c'est quand même un contexte. On est au XVIIe siècle. Enfin, il y a un énorme travail en amont de se mettre dans le contexte historique, de lire des auteurs historiques, une imprégnation, une imprégnation totale. Mais la danse aide, la musique aide énormément. Donc à tous les niveaux, ça joue. En fait, c'est comme la médecine, on ne peut pas dissocier le corps de l'esprit de l'âme. On ne peut pas soigner un orteil. Si vous avez la goutte, si vous mangez de l'acide, ça va pourrir votre corps. Enfin, je dis, c'est une manière pour que les gens comprennent. C'est indissociable, c'est à tous les niveaux et dès le début. C'est une force. D'accord, c'est vraiment sur toute la ligne. C'est sur toute la ligne, en fait. Pour moi, c'est indissociable. Dans toutes les actions, jusqu'au bout, jusqu'au rôle, jusqu'au moment sur scène. Géraldine, tu es également chorégraphe. Eh oui. Est-ce que pour toi, être chorégraphe est né d'une frustration dans les collaborations, dans tes représentations, ou qu'est-ce qui t'a emmené en fait dans ce rôle? Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est en travaillant avec d'autres chorégraphes. Déjà, quand je suis rentrée au conservatoire, j'ai eu la chance d'avoir une prof en danse contemporaine et à la fin de l'année, on a écrit tous ensemble une chorégraphie sur la musique de René Aubry. Je suis fan de sa musique, qui a été très utilisée pour des documentaires, qui est très connu, qui a travaillé avec Caroline Carlson, quand même, cette immense chorégraphe, c'est un monstre sacré de la danse, que j'adore aussi. René Aubry, il y a beaucoup de morceaux qui sont diffusés. Beaucoup dans des documentaires à la télé, tout ça. Et j'aime énormément et en fait, je connaissais pas du tout, j'étais jeune, et on a écrit une chorégraphie en commun, et là, ça y est, je me suis dit, mais il faut que j'écrive des chorégraphies. C'est génial, en fait. C'est pouvoir, moi, trouver ma gestuelle et raconter quelque chose avec ma danse en cassant tous les codes parce que c'est ça. Il faut casser tous les codes, mais on utilise aussi les codes. Et c'est passionnant, c'est sans fin. Vous avez 7 notes de musique, c'est pareil, on a 2 jambes, une tête, un corps, un dos, machin, mais on peut faire des milliers de choses, c'est c'est génial. Et là, moi, c'est comme... C'était un appel, c'est pas du tout une frustration. Et au contraire, plus je travaille avec d'autres chorégraphes, plus j'ai envie de créer mes chorégraphies.
D'accord. En fait, c'est plutôt né d'une opportunité. Oui. D'une frustration. Ouais. Et j'ai pas du tout de frustration. Hein. J'adore. Et rentrer dans les univers, c'est génial. C'est génial. C'est très intéressant de rentrer dans les univers des chorégraphes. Mais du coup, ça me donne encore plus envie d'oublier que je rentre dans leur univers pour moi, trouver le mien. C'est très bizarre. Mais t'es nourri de ça. Oui, ça nourrit. Ouais. Ouais. Et alors, justement, pour développer dans les chorégraphies, de quoi tu t'inspires pour faire tes chorégraphies ? Alors, de quoi je m'inspire ? Alors, par exemple, dans Palmyre, Les Oubliés, mon dernier spectacle, j'ai eu un choc en voyant Fukushima. Le drame de Fukushima, donc le 11 mars. C'était le jour de mon anniversaire. Et je vois partout dans les télés cette histoire. Hein. En vrai, au Japon, ça n'a pas été si dramatique. C'est pas le moment, le tremblement de terre le plus horrible. Mais pour nous, les Occidentaux, ça a été un choc. Peut-être qu'on a pris conscience qu'on allait trop loin avec la nature. Enfin, ça fait longtemps, mais il y a quand même des moments comme ça. Ouais, c'était comme une forme d'alerte un peu. Une alerte, oui, il faut qu'on arrête. Enfin, bon, bref. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Comment exprimer cette détresse ? Je revois cette photo qui avait partout c'était dans l'Observateur, je crois. Sur le journal, il y avait une femme avec une couverture, démunie devant plus rien. Elle avait tout perdu, sa maison, ses enfants, sa femme, tout. Tout était englouti. Et là, j'ai écrit une chorégraphie. D'accord. Et c'est parti. J'écoutais des musiques un peu japonisantes. Je suis tombée sur la musique. Je crois que c'est Ghost of the Shell, mais je suis pas sûre. Une musique de film ou de jeux vidéo, enfin de jeux japonisants, quoi. C'est un compositeur japonais avec des voix. Enfin, c'est extraordinaire. La musique, elle est extraordinaire. Et cette musique m'a énormément inspirée. Et pour moi, il y a une violence. Au début, on entend des voix très aiguës. C'est très beau, c'est très. Et tout d'un coup, ça part en pan avec des gros tambours énormes. Il y a je sais pas combien de tambours sur scène. Et ça vous. Et en fait, avec pour moi. Un changement de rythme. Oui, un puissant. changement avec des papapam, papam, 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 papam. Enfin, et ça part, et ça part, et ça part. Et en fait, c'est un peu comme un coup de poing tendu vers le ciel. Mais pourquoi ? Avec un espèce de désespoir et une rage. En fait, là, c'est la rage qui m'a inspirée. Une rage, je comprends pas. Ouais. C'est la puissance qui est ressortie. Ouais. Face à cette pourquoi les hommes, comment on peut construire un truc nucléaire dans un endroit au niveau sismique, c'est le pire du monde. Enfin, moi je comprends pas. Enfin, j'ai toujours pas compris d'ailleurs. Qu'un jour ils m'expliquent les mecs. Mais et ça, je ne comprends pas. Mais ça me, c'est pas une obsession, mais c'est que le fait de ne pas trouver de réponse, il faut que moi j'arrive à l'exprimer que les gens se posent la même question. Pour essayer de les éveiller. Je sais que c'est petit, c'est à une échelle minime, mais je me dis, moi, voilà, je le sens comme ça, c'est ma part à moi, même si elle est minime, même s'il y a 5 personnes qui le verront ou qui percuteront, c'est ma manière à moi d'essayer de transmettre cette interrogation. Une manière de passer un message à ta façon à toi. À ma façon, voilà, en essayant de... Parce que je pense que c'est alors le verbe se fait cher, en mettant, il y a des mots, il y a une voix off au début pour que les gens comprennent ce que je fabrique, parce qu'ils voient une espèce de folle qui court partout, qui s'énerve. Non, mais c'est important que... Et j'ai une autre choré comme ça, c'était sur la musique de Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Et en fait, c'était une femme qui prend la terre et qui la met sur son visage de désespoir par rapport à ces mômes qui partent à la guerre. Ils sont tous morts à la guerre. Enfin voilà, c'est des interrogations, des trucs, c'est des choses un peu fortes qui me font réagir, qui me font écrire. Des gestes symboliques pour pouvoir exprimer et envoyer un message. Ouais. Et parce que ça me prend tellement, ça me saisit tellement que j'ai pas le choix. Je ne peux pas faire autrement. Il faut que je le donne, ça. Alors, nous allons aborder un sujet qui est la politique. Ouh là là. Alors, Ravinsara, miel, zinc et vitamine D. Oui. Formule anti-état de merde. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots ? C'est simple. Moi, j'ai eu 2 fois le Covid. Voilà, donc perte d'odorat, perte de goût la première fois. Notamment où ça a été, je me suis retrouvée à 42 fièvre, clouée au lit. Mais clouée au lit. Je pouvais même pas ouvrir un livre, regarder le titre, les lettres, elles dansaient. J'avais l'impression de tomber dans un gouffre. C'était atroce. Je transpirais, je pouvais rien manger. Pendant 5 jours, j'ai cru que j'allais mourir. Mais mourir, c'est très violent. Et pourtant, je suis habituée avec les enfants. Je travaille beaucoup avec les enfants, donc les grippes, je suis habituée, les gastro, les machins. Enfin, je suis immunisée. Et c'était pendant le premier confinement au mois d'avril 2020. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Sur ma table de nuit, j'avais du Ravinsara. J'avais entendu un médecin qui disait Ravinsara. Donc 2 gouttes, 3 fois par jour dans du miel. J'ai pris un peu de titri aussi. Et zinc, vitamine D à fond. Vitamine C, bien sûr.
Et un peu avec d'huile. titri, c'est ça? Titri, ouais. Et, mais pas en même temps. Et un peu d'huile essentielle de romarin aussi, entre deux, voilà. Et c'est vrai qu'au bout de 5 jours, j'avais encore un peu de fièvre, j'étais très fatiguée, j'ai mis 1 mois et demi à m'en remettre. Hein. Physiquement, 1 mois et demi. Mais au bout de 5 jours, c'était fini. D'accord. L'odorat a mis beaucoup de temps, j'ai mis énormément de temps à le retrouver. Mais bon, voilà. Donc, t'as pu sortir du lit. Voilà, sortir du lit. Et bon, j'étais très faible, mais quand même. Donc, et au bout de 10 jours, j'ai réussi à danser, tout ça. Alors, je dansais doucement, hein, je faisais pas des sauts partout. Hein. Mais oui, ça marche. Donc voilà. Le cocktail Géraldine. Bah écoutez, hein, après, il y a des formes graves, faut pas non plus... Non, le mieux, c'est d'écouter certains grands professeurs qui ont des choses qui soignent très bien. Il y a Artemisia, il y a ivermectine et il y a hydroxychloroquine. Vous allez en Afrique, hein, ils n'ont pas les moyens de prendre toutes ces choses qui coûtent très très cher et qui rapportent beaucoup à certains laboratoires que je ne vais pas nommer parce qu'on les connaît par cœur. C'est bon, on les a assez entendus, j'ai pas envie de faire leur pub. Mais voilà, il y a des grandes entités, je pense qu'il faut vraiment se soigner. Ravinsara, moi j'ai eu de la chance, ça a marché. Alors après, je dis pas que... Je pense qu'il faut voir un médecin quand même, j'ai pris des risques. Hein. Mais bon, de toute façon, il m'aurait donné un Doliprane, il m'aurait dit rentrez chez vous et on m'aurait foutu après on m'aurait intubé ou je sais pas quoi, donc bon. Mais il y a des traitements. Voilà, et je crois qu'il y en a 5. Je les ai pas tous nommés, mais en tout cas, hydroxychloroquine et ivermectine, ça marche très bien. Et j'ai des personnes qui témoignent, qui peuvent témoigner. Donc, d'accord. Ouais. Alors Géraldine, si on continue dans la gestion de la crise Covid, oui. Quelles seraient pour toi les recommandations? Les recommandations? Oui, les tiennes. Alors déjà, ne pas écouter la télé. On éteint toute télévision. Voilà. On n'écoute rien. On n'écoute plus tous ces gens, ces baltringues, ces machins, tout ce qu'on veut. On éteint tout. Si on veut avoir des informations, on lit. Et le mieux, c'est de lire la presse internationale, surtout pas les trucs français, là, les journaux. Ou alors des choses un peu parallèles, un peu dissidents, autre chose, quoi. Avoir un autre son de cloche. Voilà, déjà lire sans avoir la musique derrière stressante, le ton de voix, oui, il y a eu je sais pas combien de morts, bah oui, on va tous mourir, hein, c'est con. Hein. On nous dit pas les nombres de morts de la clope, de la grippe, de la dépression. Non, on nous parle pas des enfants de moins de 5 ans qui se suicident. Enfin, bref, on arrête tout ça, stop. On respire, on souffle, on ouvre sa fenêtre, très important. On se met des petites huiles essentielles, on s'ancre dans le sol, on se met une musique. Ça peut être Mozart, c'est très bon pour le cerveau. Mozart, ça reconstruit, parce que j'avais travaillé en musicothérapie pour des autistes et des trisomiques. Et avec ce musicothérapeute, on étudiait les musiques, et il y a des musiques qui sont bonnes pour la concentration, pour l'étude, pour relaxer, apaiser. Il y a des musiques qui sont bonnes aussi pour redynamiser. La musique, c'est l'âme, ça parle direct, c'est le vecteur le plus direct, c'est l'art qui parle direct à l'âme. Et ça travaille sur le cardio, ça agit sur notre mental, ça agit sur les plantes. Si on met du rock à des plantes, elles crèvent. Si on leur met de la musique classique, elles s'épanouissent. Et ça, c'est prouvé. Hein. Il y a vraiment eu des expériences, c'est factuel, hein, c'est pas Géraldine qui délire. Donc, écoutez de la musique, lisez des belles choses, des choses qui vont vous nourrir, qui vont vous amener sur un autre terrain. Parce que là, on veut nous emmener dans la peur. On veut nous emmener dans la crainte, dans l'angoisse, dans l'anxiété, on veut être dans le toujours plus vite. Il faut savoir si Castex est malade, si machin et machin, si Véran a fait caca. Non, on s'en fout. Stop, on s'en tape. Au contraire, plus ils accélèrent, plus on ralentit. Et puis on prend du recul. On lit des personnes qui ont déjà vécu des choses terribles de manipulation comme ça, mentale, d'injonctions comme ça, contradictoires, de gens qui nous mentent, qui nous disent oui, puis le lendemain, oui, le masque, non, le masque, oui, le vaccin, non, le vaccin, oui, non, oui, 3 doses, 20 doses, non, stop. Là, c'est la surenchère, stop. Et on voit les gens, on voit nos amis. On se prend un bain, on écoute de la musique, on met des petites bougies, on voit nos amis, on s'invite les uns les autres parce qu'on peut plus, voilà. Hein. Donc, on se retrouve, on cuisine ensemble, on écoute de la musique ensemble, on lit ensemble, on lit aux autres, on partage des moments, on profite, on va se promener dans les bois. La forêt, en ce moment, l'automne est sublime, même s'il y a plus de feuilles, au soleil, même s'il reste 3 feuilles d'or, il y a des lumières magnifiques en ce moment, et même s'il pleut, tant pis, on respire la terre mouillée. Et puis on retrouve des choses essentielles. Si on a des petits-enfants, des enfants, des petits cousins, l'enfance. Les enfants, c'est l'avenir, c'est la vie, c'est l'enthousiasme. On retrouve son enthousiasme et on fait silence. Alors,
Si on parle de Géraldine, Oui, Géraldine, elle est plutôt café ou thé? café. Géraldine, elle est plutôt lune ou soleil? Lune. Lune, tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, la lune m'a toujours fascinée. J'adore la nuit, parce que justement, il y a du silence. On entend tous les bruits des animaux. J'adore ça. Enfin, la nuit, pour moi, en plus, quand on s'approche des contes, moi, vous me mettez dans une forêt la nuit, je vous écris un roman. Pour moi, il y a plein d'elfes, il y a plein de fées, il y a un monde. En fait, c'est juste la nature. Il y a des petits bruits. Et la lune, elle met la lumière là-dessus. C'est magique. Pour moi, c'est le monde magique. C'est vraiment le lien avec l'au-delà. C'est génial, la lune. Et alors, qu'est-ce qui procure le plus de joie à Géraldine, en plus de ces éléments lunaires? Oh là là, le plus de joie? Ah bah, mes enfants. Tes enfants? Ouais, mes enfants. Géraldine, elle est plutôt vin ou cognac? Alors moi, je dirais cognac, mais j'adore le vin. Donc j'adore les deux. En plus, j'ai eu le malheur de goûter du très bon cognac, très ancien. Donc, mais j'adore le vin. Donc le bon vin, c'est génial, le vin. Alors, si tu devais choisir? Ah là là, c'est cruel là. Hein. Oh là 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 là. En plus, j'aime bien certains vins jaunes, liquoreux. J'adore le vin rouge. J'aime bien les vins secs blancs. Ah, je suis d'alcoolo, moi. Hein. Bah, je sais pas. Allez, on va dire le cognac pour faire genre, mais j'adore le vin. D'accord. Et Géraldine, elle est plutôt romantique ou pragmatique? Alors, je dirais romantique. J'adore les dîners aux chandelles, les trucs fous, imprévisibles, imprévus. Mais j'ai un certain pragmatisme, hein, mais il vaut mieux de toute façon. Mais bon, je vais dire romantique. D'accord. Avec une petite touche de pragmatisme, Ouais, c'est ça? un petit peu quand même. Il faut quand même avoir les pieds sur terre parce que sinon. Ouais. Alors, si on parle communication maintenant, Oui. peux-tu nous dire où est-ce que l'on peut te retrouver actuellement? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver actuellement? Alors, sur mon site déjà, géraldine-hilaire.com. Et sinon, je joue au Mandapa au mois de février, un spectacle qui s'appelle Baba Yaga, spectacle pour enfants. D'accord. Et je rejoue bientôt, au mois de mai, Palmyre, Les Oubliés, toujours au Mandapa. Alors, je ne sais plus la date exacte. C'est dans le cadre d'un cycle de spectacles sur l'Orient. Donc je vais jouer aussi à Chartres. Mais bon, il faut aller à Chartres. Bientôt, là, le 29 décembre. Et là, on reprend le spectacle Le Voyage au Pays des Contes. Et là, c'est toute la féerie des contes russes, avec des ombres chinoises sur l'histoire de l'oiseau de feu, Vassilissa la très belle et la Baba Yaga, la sorcière. Je vais bientôt jouer aussi, mais après je vais jouer en banlieue et en province. Donc ça, il va falloir me courir après. Et sinon, je fais des lectures à domicile à Paris. Voilà. Des lectures à domicile? Oui, des spectacles à thème. En fait, c'est à la carte. Donc si vous aimez, ça peut être Rimbaud, ça peut être sur le vin, lecture sur des lectures de recettes. D'accord. Ça peut être une pièce de théâtre. Ça peut être de la poésie. La dernière, c'était sur la danse. J'étais avec un saxophoniste, donc je danse, je chante et je dis des textes sur la danse. Voilà, c'est à la carte en fait. Ça peut être une pièce de théâtre du billard. Enfin, vraiment. C'est en fonction des souhaits. En fonction des souhaits des personnes. Donc là, j'ai eu hier une personne au téléphone et elle m'a dit des auteurs que je ne connaissais pas du tout. Donc il va falloir que je me cultive. C'est génial. Du coup, c'est super intéressant parce qu'elle aimerait que je dise ces auteurs-là. Voilà, pour son anniversaire. Donc à tous ceux qui entendent, oui, faites-vous plaisir. Voilà, et aussi on fait des spectacles de contes à domicile, un spectacle de contes, donc les contes russes, les contes tziganes, les contes celtes, à domicile. Nadine, oui, dans le milieu artistique, il y a certainement des difficultés qui sont rencontrées par les artistes. Oui. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion d'avoir affaire à ce genre de difficultés et est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a l'art, c'est politique. C'est très, très politisé. Donc quand on est autodidacte et qu'on écrit ce qui nous inspire, on rentre plus dans les casiers, nulle part. C'est un cercle très restreint. Alors vous avez les théâtres subventionnés, c'est encore pire. S'il n'y a pas un certain message très politique que vous servez, vous n'existez pas.
Vous n'existez pas, simplement et purement. Et alors là, maintenant, avec toutes ces histoires de Covid et de machin et de trucs, un petit exemple, moi, dans la ville où je m'entraîne, j'ai une clé magnétique et j'avais accès à la salle pour m'entraîner. Donc en tant que danseuse, c'était tous les jours, voilà, c'est quotidien. Et après, pour donner des cours le samedi soir. Bon, le samedi soir, il n'était plus question de donner des cours parce qu'on était confinés. Mais bon, m'entraîner toute seule dans une salle, alors c'était affiché partout. Il est interdit d'utiliser la salle de municipale, machin. Bon, il y avait personne, je nettoyais derrière moi, je désinfectais, enfin, j'aérais. Bon, moi, je prenais mes créneaux et j'y allais dans la salle. Alors, figurez-vous qu'ils se sont rendus compte que j'utilisais la salle d'une façon très régulière. Ça ne leur a pas plu. Ils m'ont bloqué. Ce sont des clés électroniques. Et donc, ils ont appelé en Allemagne quand même. Ils m'ont bloqué ma clé, donc je ne pouvais plus entrer dans cette salle où je pouvais m'entraîner auparavant. Et par contre, peu de temps après, il y a eu des personnes qui sont venues tout casser dans la salle. Voilà. Donc, au lieu de laisser les artistes continuer, parce qu'un danseur, il ne peut pas s'arrêter comme ça pendant 1 an et demi. Vous imaginez bien, tout le confinement, après, vous n'êtes plus danseur, vous changez de métier, parce que pendant 1 an et demi, si vous entraînez pas, c'est fini. Donc, on est obligé de pousser les meubles dans notre salon. Donc, ça, c'est quand même une réelle difficulté. Et au lieu de laisser les artistes, ils ont préféré que des mecs viennent tout casser parce qu'ils voyaient que la salle était abandonnée, donc ils sont passés par le toit, je sais pas ce qu'ils ont fait. Bon, ça, ce sont des difficultés. Il y a d'autres difficultés. On a énormément de difficultés. C'est que c'est un monde où on est nombreux quand même. Il y a une énorme concurrence, donc c'est énormément de copinage. Ou alors vous avez de l'argent. À Paris, pour jouer, c'est clair, vous louez la salle. Donc si vous êtes prêt à louer 800 € une salle et payer la com, parce que c'est pas le théâtre qui le fera, vous jouez. Sinon, vous jouez pas. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté majeure des petites compagnies qui ont la prétention, qui ont quand même, qui n'ont rien, pas de production, pas de discours politique, pas d'amitié avec Olivier Py ou d'autres personnes, même moindres. Et donc on se bat, donc on joue dans des lieux alternatifs, on joue, on fait notre place tant bien que mal. Vous créez des réseaux ? Oui, on crée des réseaux parallèles, on n'a pas le choix. C'est une force, mais c'est très dur, c'est très long. En fait, le problème, c'est que c'est énormément d'énergie. Donc ça met pas mal de bâtons dans les roues. Si vous savez, là j'en suis à Perle de Lune et à Baba Yaga, mais si j'avais d'autres possibilités, il y aurait déjà 5 spectacles en plus déjà sortis là. Ah oui. Au moins. Que pour les enfants. C'est conséquent. C'est conséquent. Ça a des lourdes conséquences, tout à fait. Et le Covid n'a aidé personne. Donc voilà les difficultés qu'on rencontre. Ne serait-ce que pour l'entraînement. Donc je me suis quand même retrouvée, donc dehors, en plein hiver, en tenue de ski, à m'entraîner devant ma salle, parce qu'il y avait une barre qui faisait un peu office de bar. On avait filmé, mais bon, le film n'était pas d'une très bonne qualité, mais devant la salle en question, vide, cette salle, chauffée, vide, avec des miroirs, des barres, tout ce qu'il faut. Une caméra où je peux me filmer pour perfectionner. Donc j'étais dehors, à m'entraîner sur du béton. Voilà. Voilà l'absurdité. Et je me suis retrouvée cet été encore à m'entraîner sur des ponts, dans des parcs. Parce qu'à la maison, au bout d'un moment, c'est un peu limité le salon. Oui, donc il y a quand même un grand nombre de difficultés. Il y a un grand nombre de difficultés qui se présentent. Géraldine, on a connaissance d'une chorégraphie qui s'appelle Les Deux Sœurs. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît ? Oui, alors c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Les Deux Sœurs, qui est tirée d'une nouvelle de Stéphane Zweig, qui se joue en ce moment donc, au théâtre, j'avais le nom tout à l'heure, je ne l'ai plus, Donnel, au théâtre Donnel à Paris, dans le 7e arrondissement. C'est le Saut du Tremplin, une très belle compagnie, très prometteuse de jeunes talentueux, qui donc, en fait, ont fait appel à moi pour un petit moment chorégraphique. C'est une très belle pièce à aller voir qui se joue en ce moment, donc au théâtre Donnel à Paris. Et donc l'idée, c'était d'incarner par la danse cette histoire de deux sœurs. C'est vraiment une très très belle histoire. C'est très psychologique. C'est un conte. Un conte un peu, comment ils appellent ça, un conte drôlatique. Enfin, c'est un conte un peu dans un univers oriental. En fait, c'est un questionnement de Stéphane Zweig sur... c'est complexe à raconter. Le mieux, c'est d'y aller, d'aller voir. Parce que c'est un très très beau conte. C'est magnifique. En fait, c'est l'histoire de deux sœurs qui sont en compétition en permanence. Mais ça se passe dans une époque, on peut imaginer, médiévale. Donc c'est très bien écrit, Stéphane Zweig. Et on voit en fait leur rapport par rapport
il y en a une qui va rentrer dans les ordres parce que une est devenue la plus grande courtisane. Pour les hommes traversent le monde pour aller la voir. C'est un peu comme Hélène de Troie, quoi. Tout le monde se bat pour avoir passer une nuit avec une des sœurs. Elles sont jumelles, hein, les deux. Hein. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et l'autre, folle de jalousie de voir l'engouement qu'on a pour sa sœur, rentre dans les ordres et donc elle va devenir la plus grande, comme Mère Teresa, quoi. Elle soigne une femme dont tout le monde parle, et à la fin les deux vont s'allier parce que l'autre, elle est folle de jalousie de voir que sa sœur finalement prend de l'emprise sur elle en étant la plus grande Mère Teresa, voilà. Et en fait c'est la concurrence entre eux deux. Ça soulève plein de questions philosophiques sur la mort, la jalousie, le pouvoir, la manipulation. Enfin, c'est génial, très belle pièce. Tout à l'heure, on a légèrement abordé la famille dans ce qui donnait de la joie à Géraldine. Mais il me semble que Géraldine, elle a un petit bonus. Ah oui. Alors, mon arrière-grand-mère s'appelait Anne Chapelle et était chanteuse. Elle a chanté « Je ne regrette rien » avant Piaf. Et c'était donc une grande chanteuse. Et j'ai envie de reprendre un tour de chant en reprenant une quinzaine de ses chansons. Donc ça, c'est le petit bonus. Donc déjà, dans le Palmyre les oubliés, je chante 2 de ses chansons. Ah oui. Ouais. Alors, je les chante pas comme elle, parce que Anne Chapelle, c'était un peu... elle détestait Piaf. Les deux, elle pouvait pas la blairer. Et elle avait une autre manière. Elle avait un côté un peu... non, rien de rien, très... Je ne regrette rien. Enfin, un côté très... Bon, alors, non, moi, je vais chanter... Enfin, à ma manière, parce que je ne suis pas, ce serait ridicule, et puis voilà, bon. Mais voilà, j'ai envie de lui faire un hommage, et puis c'était une femme engagée. Elle a chanté sur les chars de la Libération, les seins nus, enfin bon, c'est un personnage. Hein. Et elle a posé aussi pour les monuments aux morts. Il y a une femme qu'on voit qui donne le sein, c'est elle. Elle posait en donnant le sein à des bébés sur un monument aux morts dans l'Est. C'était une femme de l'Est. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le petit bonus, et voilà. Eh bien, merci pour ce partage. Merci beaucoup. Vous retrouverez Focus sur aimerdansavenue.fr dans Média TV jeudi.